Le jour de notre mariage, j'ai trouvé mon fiancé au lit avec ma demoiselle d'honneur, mais au lieu de crier, j'ai appelé toute sa famille dans la chambre. Ce que j'ai fait ensuite a mis toute cette famille à genoux. On dit que le jour de votre mariage est le plus beau jour de votre vie. On ne vous dit pas que ce peut aussi être le jour où votre monde entier est réduit en cendres pendant que vous restez là, en soie blanche, à regarder tout ce en quoi vous croyez s'effondrer. Je m'appelle Ami et voici l'histoire de comment j'ai découvert que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde me mentaient en face depuis des mois. Mais plus que ça, c'est l'histoire de ce que j'ai fait à ce sujet. Quelque chose de si inattendu, de si dévastateur que cela a mis une salle pleine de gens à genoux. Certains appellent ça la vengeance. J'appelle ça la justice. Je m'appelle Ami et il y a 3 mois, je pensais avoir tout compris. J'avais 26 ans, je travaillais comme enseignante en maternelle dans notre petite ville de Millbrook. Chaque matin, je me réveillais dans l'appartement confortable que je partageais avec mon fiancé, Maverick, et je sentais cette bulle chaude de contentement dans ma poitrine. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an, et notre mariage était prévu pour le 15 juin. Un jour d'été parfait pour un mariage d'été parfait. Maverick travaillait dans l'entreprise de construction de son père. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux châtains clairs et des yeux verts qui se plissaient quand il souriait. Tout le monde disait que nous formions un couple parfait. Le couple en or. Tu as tellement de chance, Ami, me disaient les mères de mes élèves à l'heure de la sortie. Maverick est un si bon parti. Et cette bague. Elle désignait le diamant modeste mais magnifique à mon doigt. Celui que Maverick avait économisé pendant 8 mois pour l'acheter. Je les croyais. Je croyais en nous. Ma demoiselle d'honneur était Pénélope, ma meilleure amie depuis nos 7 ans. Elle avait de longs cheveux noirs qui semblaient toujours parfaits, même quand elle prétendait qu'elle venait de sortir du lit. Son rire pouvait remplir une pièce et les hommes se retournaient sur son passage. Mais elle était ma personne, celle qui me tenait les cheveux quand j'étais malade, qui restait debout toute la nuit pour m'aider à réviser mes examens d'enseignement, qui a pleuré plus fort que moi quand ma grand-mère est décédée il y a 2 ans. Quand Maverick m'a demandé en mariage, elle a été la première personne que j'ai appelée. Oh mon Dieu, Ami, avait-elle crié au téléphone. Je suis si heureuse pour vous. Ça va être le plus beau mariage de tous les temps. Elle s'est jetée dans la planification du mariage avec l'enthousiasme de quelqu'un qui planifie sa propre célébration. Elle m'a aidé à choisir le lieu, le vieux manoir Riverside avec ses vastes jardins et son charme victorien. Elle a passé des heures avec moi à goûter des gâteaux, à choisir des fleurs, à écrire les adresses sur les invitations de son écriture parfaite parce que la mienne ressemblait à un gribouillis d'enfant. Tu mérites ce bonheur, m'a-t-elle dit, en me serrant la main alors que nous étions assises au milieu de magazines de mariage et d'échantillons de tissu. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse, Ami. Maverick a tellement de chance de t'avoir. Je lui faisais entièrement confiance. Je leur faisais confiance à tous les deux. Les semaines précédant le mariage passèrent dans un tourbillon d'essayages finaux, de détails de dernière minute et d'excitation grandissante. Ma famille, maman, papa et mon jeune frère Danny, étaient aux anges. Maman pleurait chaque fois qu'elle regardait ma robe accrochée dans le placard. Papa n'arrêtait pas de répéter son discours de père de la mariée devant le miroir quand il pensait que personne ne le regardait. Même la sœur de ma grand-mère, ma grand-tante Rose, était venue de Floride. À 82 ans, elle était vive comme l'éclair et avait été mariée à mon grand-oncle pendant 60 ans avant son décès. Elle avait cette façon de vous regarder qui vous donnait l'impression qu'elle pouvait voir jusqu'au fond de votre âme. Le mariage, ce n'est pas le jour de la cérémonie, ma chérie, m'a-t-elle dit la veille au soir, ses mains ridées tenant les miennes. C'est chaque jour qui suit. C'est se choisir l'un l'autre quand les choses deviennent difficiles, quand les papillons s'envolent. Quand la vraie vie s'installe. Assure-toi d'épouser quelqu'un qui te choisira en retour. J'ai hoché la tête, pensant savoir exactement ce qu'elle voulait dire. Maverick et moi avions déjà traversé des tempêtes. Nous avions surmonté la crise cardiaque de son père, ma difficulté à trouver un poste d'enseignante, le stress d'économiser pour une maison. Nous étions solides. Nous étions prêts. Je me suis endormi cette nuit-là avec un sourire aux lèvres, rêvant de remonter l'allée vers mon avenir. Le 15 juin se leva, clair et lumineux, avec juste assez de brise pour empêcher la chaleur de l'été d'être étouffante. Je me suis réveillé dans ma chambre d'enfant où j'avais passé la nuit, selon la tradition. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle que maman avait accrochés quand j'avais 12 ans. Et pendant un instant, je me suis senti de nouveau comme une petite fille, en sécurité, aimée et pleine de rêves.
Puis je me suis souvenu. Aujourd'hui, c'était le jour de mon mariage. La maison bourdonnait déjà d'activité. Je pouvais entendre maman dans la cuisine, probablement en train de cuisiner sous l'effet du stress assez de nourriture pour nourrir une armée. Papa était au téléphone avec quelqu'un, sa voix portant ce ton particulier qu'il utilisait quand il essayait de résoudre un problème. Danny était sous la douche, chantant faux comme il le faisait toujours. Je me suis étiré, me sentant étonnamment calme. Toute la planification était terminée. Toutes les décisions étaient prises. Aujourd'hui, tout ce que j'avais à faire était de me présenter et d'épouser l'homme que j'aimais. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un SMS de Maverick. Bonjour, ma belle. J'ai hâte de te voir à l'hôtel. Je t'aime. J'ai souri en répondant. Je t'aime aussi. À bientôt, mon mari. Une autre vibration. Celle-ci de Pénélope. Jour de mariage. Je suis si excité. J'ai à peine dormi. Je me fais coiffer maintenant. Puis je viendrai t'aider à te préparer. Ça va être parfait. La matinée passa dans un tourbillon de bigoudis, de pinceaux de maquillage et de rires nerveux. Le photographe est arrivé à 10 heures, capturant chaque moment alors que mes demoiselles d'honneur, Pénélope, ma cousine Emma et la sœur de Maverick, Cathy, m'aidaient à me transformer de l'amie endormie en une mariée. Ma robe était tout ce dont j'avais rêvé. Simple mais élégante avec de délicates manches en dentelle et une jupe fluide qui me faisait me sentir comme une princesse. Quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis à peine reconnu. Oh, ma chérie, a murmuré maman, les larmes commençant déjà à couler. Tu es absolument radieuse. Grand-tante Rose était assise dans un coin, observant tout avec ses yeux perçants. Lorsque nos regards se sont croisés dans le miroir, elle a souri, mais quelque chose dans son expression m'a fait marquer une pause. C'est passé si vite que j'ai cru l'avoir imaginé. À midi, nous montions dans les voitures pour nous rendre au manoir Riverside. La cérémonie était prévue pour 14 heures, avec des photos à partir de 13 heures. Tout se déroulait parfaitement selon le programme. Le lieu ressemblait à un conte de fées. Des roses blanches et du gypsophile ornaient chaque surface. Les chaises étaient disposées en rangées parfaites face au kiosque où Maverick et moi allions échanger nos vœux. La tente de réception était déjà installée dans le jardin avec des tables rondes recouvertes de nappes blanches impeccables et des centres de table que Pénélope et moi avions mis 3 heures à arranger la veille. C'est parfait, ai-je soufflé, en admirant le tout. Tu es parfaite, a dit Pénélope en me serrant le bras. Maverick va perdre la tête quand il te verra. Nous avions 1 heure avant la cérémonie, alors je me suis installé dans la suite nuptiale pour retoucher mon maquillage et calmer mes nerfs. Le photographe était en train de capturer les préparatifs des garçons d'honneur dans un bâtiment séparé, et je me suis surprise à me demander ce que Maverick faisait en ce moment. Était-il nerveux, excité? Ressentait-il le même sentiment de justesse que moi, comme si tout dans nos vies avait mené à ce moment? À 13h30, Pénélope s'est excusée pour vérifier les fleurs et s'assurer que les musiciens étaient prêts. Je reviens tout de suite, a-t-elle promis. Ne bave pas ce rouge à lèvres pendant que je suis parti. À 13h45, mon téléphone a sonné. C'était ma coordinatrice de mariage, Linda. Amie, ma chérie, nous avons une petite situation, a-t-elle dit, sa voix soigneusement contrôlée. Le marié semble avoir quelques minutes de retard. Rien d'inquiétant. Je voulais juste te prévenir. Une vague d'anxiété a agité mon estomac. En retard? Maverick n'est jamais en retard. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je suis sûr que ce n'est rien. Peut-être la circulation ou les angoisses de dernière minute. Les hommes ont parfois besoin de quelques minutes supplémentaires pour se ressaisir. Nous allons juste repousser le début de 15 minutes. J'ai raccroché en essayant de chasser l'inquiétude. Maverick était probablement juste nerveux. C'était normal. Les mariages ne commençaient jamais exactement à l'heure. Quoi qu'il en soit, à 14 heures, Linda a rappelé. Ami, nous allons devoir retarder encore un peu. Le marié n'est toujours pas arrivé, et nous n'arrivons pas à le joindre sur son téléphone. Maintenant, la vague était devenue un nœud bien serré. Qu'est-ce que tu veux dire par vous n'arrivez pas à le joindre? Où est son témoin? Où est son père? Ils sont là et ils essaient de le localiser. Je suis sûr qu'il y a une explication parfaitement raisonnable. J'ai essayé d'appeler Maverick moi-même. Directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé d'envoyer un SMS.
Pas de réponse. Où est Pénélope, ai-je demandé à Emma, qui se tenait à proximité, l'air soucieux. Elle est partie vérifier les choses il y a 20 minutes. Le visage d'Emma a pâli. Je ne l'ai pas vue depuis son départ. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. J'ai essayé d'appeler Pénélope. Directement sur la messagerie vocale. À 14h15, les invités commençaient à s'impatienter. Je pouvais entendre le murmure de voix confuses venant de l'espace de la cérémonie. Mes parents sont apparus à l'embrasure de la porte, leur visage tendu d'inquiétude et de colère à peine contenu. « Ma chérie », a dit papa prudemment. « Nous allons trouver une solution. Il doit y avoir une explication. » Mais j'étais déjà en mouvement, mon esprit tournant à plein régime. Maverick et Pénélope, tous deux absents, tous deux ne répondant pas à leur téléphone. Le jour de mon mariage. L'hôtel, ai-je dit soudainement. Maverick a pris une chambre à l'hôtel hier soir. La tradition, vous savez, ne pas voir la mariée avant le mariage. Maman m'a attrapé le bras. Ami, peut-être devrions-nous attendre. Non, le mot est sorti plus sec que je ne le voulais. J'ai besoin de savoir où est mon fiancé. J'ai besoin de savoir pourquoi il n'est pas là. Le Millbrook Inn était à 5 minutes en voiture du lieu de la réception. J'ai rassemblé mes jupes et j'ai marché vers la voiture, ma famille me suivant comme des canetons inquiets. Grand-tante Rose est apparue à mon coude, se déplaçant étonnamment vite pour son âge. « Je viens avec toi », a-t-elle dit fermement. « Tante Rose, vous n'avez pas besoin de... » Mon enfant, j'ai assez vécu pour reconnaître quand quelque chose ne va pas. Tu ne devrais pas affronter ça seul. Le trajet a semblé durer des heures, bien qu'il n'ait pas pu durer plus de quelques minutes. Mes mains tremblaient alors que je lissais ma robe. J'essayais de me préparer à ce que j'allais trouver. Peut-être que Maverick était malade. Peut-être qu'il y avait eu une urgence. Peut-être que son téléphone était mort et qu'il avait perdu la notion du temps. Peut-être. 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 Mais au fond de moi, dans un endroit que je ne voulais pas reconnaître, je savais déjà. Le Millbrook Inn était un charmant bed and breakfast qui existait en ville depuis plus d'un siècle. Maverick avait réservé la suite nuptiale pour la nuit précédant le mariage, plaisantant qu'il voulait s'habituer au luxe avant notre vraie lune de miel aux Bahamas. J'avais trouvé ça mignon, romantique même. Maintenant, alors que je me tenais dans le hall d'entrée dans ma robe de mariée, la réceptionniste âgée me regardant avec un mélange de confusion et de pitié, cela ressemblait à une cruelle plaisanterie. « Chambre 237, dit-elle doucement, me tendant la clé de rechange que j'avais demandée. L'ascenseur est juste au coin. Ma famille s'est regroupée autour de moi alors que nous montions au 2e étage. Danny n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, espérant probablement un SMS miraculeux qui expliquerait tout. Maman pleurait doucement, et la mâchoire de papa était serrée de cette façon qui signifiait qu'il était furieux, mais qu'il essayait de se contenir pour moi. Grand-tante Rose se tenait à côté de moi, sa petite main posée sur mon bras. Elle n'a rien dit, mais sa présence était étrangement réconfortante. Le couloir s'étendait devant nous, tapissé de bordeaux profonds avec des appliques en laiton projetant une lumière chaude sur les murs. La chambre 237 était au bout, la suite nuptiale avec sa lourde porte en bois et sa plaque en laiton. Je suis resté là un instant, la clé à la main, à écouter. L'hôtel était calme, mais je pouvais entendre quelque chose depuis l'intérieur de la chambre. Des sons doux, un mouvement. Mon cœur battait si fort. J'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. « Ami », a murmuré maman. « Peut-être devrions-nous frapper d'abord. » Mais j'étais déjà en train de glisser la clé dans la serrure, de tourner la poignée, de pousser la porte. La pièce était sombre. De lourds rideaux bloquaient la plupart de la lumière du soleil de l'après-midi. Il a fallu un moment à mes yeux pour s'adapter, pour donner un sens à ce que je voyais. Le lit était un désordre de draps emmêlés et de vêtements éparpillés. Un costume d'homme. Le costume de Maverick, celui qu'il était censé porter pour m'épouser, gisait froissé sur le sol à côté d'une robe de demoiselle d'honneur, une robe de demoiselle d'honneur violette, la robe de Pénélope. Et là, dans le lit, se trouvaient Maverick et Pénélope. Ils dormaient ou étaient évanouis, nus et enlacés comme des amants qui avaient passé la nuit ensemble. Les longs cheveux noirs de Pénélope étaient étalés sur la poitrine de Maverick. Son bras était enroulé autour de sa taille, la tenant près de lui, même dans son sommeil. La vue m'a frappé comme un coup physique. Tout l'air a quitté mes poumons. La pièce a tourné. Pendant un instant,
j'ai cru que j'allais vraiment m'évanouir. Derrière moi, j'ai entendu maman halter. Papa a juré à voix basse. Danny a fait un bruit comme s'il avait reçu un coup de poing. Mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas bouger. Je suis juste resté là, à observer chaque détail horrible. La bouteille de champagne vide sur la table de chevet. Les bijoux de Pénélope éparpillés sur la commode. La façon dont ils avaient l'air si à l'aise ensemble, si naturel, comme si ce n'était pas la première fois. Depuis combien de temps? La question a résonné dans mon esprit. Depuis combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps me mentait-il, me trahissait-il, se moquait-il de moi? Ami, a dit doucement grand-tante Rose. Viens ici. Mais je ne pouvais pas. J'étais figé, regardant les ruines de ma vie, essayant de comprendre comment j'en étais arrivé là. Ce matin, j'étais une mariée. J'étais heureuse. J'étais aimée. Maintenant, je n'étais rien. Un son s'est échappé de ma gorge. Mi-sanglot, mi-rire. L'ironie amère de tout cela était presque drôle. Presque. Maverick a bougé dans le lit, sentant probablement la lumière de la porte ouverte. Ses yeux se sont ouverts, flous et confus. Il lui a fallu un moment pour réaliser où il était, ce qui se passait. Quand il m'a vu là, dans ma robe de mariée, son visage est devenu blanc. Ami, a-t-il soufflé, se dépêchant de s'asseoir, réveillant accidentellement Pénélope au passage. Ami, je peux expliquer. Expliquer, le mot est sorti comme un murmure, mais il a traversé la pièce comme une lame. Expliquer quoi exactement? Expliquer pourquoi tu es au lit avec ma meilleure amie le jour de notre mariage? Expliquer pourquoi 100 personnes sont assises dans une église à attendre un marié trop occupé à coucher avec ma demoiselle d'honneur pour se présenter? Pénélope était maintenant réveillée, ses yeux écarquillés d'horreur alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Elle a attrapé le drap, essayant de se couvrir, mais il était trop tard. Nous avions tout vu. Ami, s'il te plaît, a-t-elle commencé, sa voix tremblante. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. J'ai ri et le son était aigu et brisé. On dirait que mon fiancé et ma meilleure amie viennent de me trahir. On dirait que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde me mentent en face. Alors, s'il te plaît, Pénélope, dis-moi ce que c'est vraiment. Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. Je me suis retourné lentement, regardant ma famille. Maman pleurait ouvertement maintenant. Papa avait l'air de vouloir commettre un meurtre. Danny regardait Maverick avec un dégoût pur. Et grand-tante Rose me regardait avec ses yeux perçants, attendant de voir ce que j'allais faire ensuite. Appelez-les, ai-je dit doucement. Quoi, a demandé maman. Appelez-les. Appelez les parents de Maverick. Appelez sa sœur. Appelez son témoin. Appelez tous ceux qui attendent que ce mariage ait lieu. Ma voix devenait plus forte, plus stable. Dites-leur de monter ici. Dites-leur qu'ils doivent voir quelque chose. Ami, a dit Maverick, retrouvant enfin sa voix. Il cherchait ses vêtements, la panique se lisant sur son visage. S'il te plaît, parlons-en en privé. En privé? Je me suis retourné vers lui et j'ai senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Tu veux en parler en privé après m'avoir humilié devant toute notre ville? Après m'avoir fait attendre dans une salle d'attente un marié qui ne viendrait jamais? J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels moi-même. Madame Bennett, c'est ami. J'ai besoin que vous et Monsieur Bennett veniez à la chambre 237 du Millbrook Inn tout de suite. Oui, je sais que le mariage est censé commencer. Venez, amenez Cathy et Tom avec vous. La mère de Maverick a répondu à la deuxième sonnerie. Ami, ma chérie, où est Maverick? Tout le monde demande. Chambre 237, Millbrook Inn. Venez maintenant, amenez tout le monde. J'ai passé 4 autres appels. Le père de Maverick, son témoin, la coordinatrice de mariage, ma propre famille élargie qui était encore sur le lieu de la cérémonie. Qu'est-ce que tu fais? A murmuré Pénélope, serrant le drap contre sa poitrine. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cette femme qui avait été ma sœur en tout sauf le sang, qui avait gardé mes secrets, partagé mes rêves, m'avait aidé à planifier le mariage même qu'elle était en train de détruire. Je m'assure que tout le monde voit exactement qui vous êtes vraiment, ai-je dit, ma voix aussi stable que l'acier. Tous les deux. Les 20 minutes suivantes ont semblé une éternité.
Maverick et Pénélope se sont dépêchés de s'habiller, se chuchotant frénétiquement, essayant de trouver une explication qui rendrait cela acceptable. Mais il n'y avait pas d'explication. Il n'y avait aucun moyen de rendre cela acceptable. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre, toujours dans ma robe de mariée, les regardant paniquer. Ma famille planait à proximité, ne sachant que faire ou dire. Grand-tante Rose avait réquisitionné l'autre chaise et observait tout avec l'attention calme de quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre se dérouler. « Ami, s'il te plaît, n'arrêtez pas de dire Maverick. Laisse-moi expliquer. C'est juste arrivé. Pénélope est venue chercher quelque chose, mais j'ai insisté pour que nous prenions quelques verres avant le mariage, en parlant du bon vieux temps, et les choses ont dérapé. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ai-je répété. Tu as couché avec ma demoiselle d'honneur le jour de notre mariage, et ça ne veut rien dire? C'était une erreur, a ajouté Pénélope, sa voix petite et désespérée. Une terrible erreur. Nous le regrettons tous les deux tellement. Ami, tu dois me croire. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Mais c'est arrivé, ai-je dit simplement. Et maintenant, tout le monde va le savoir. Le premier coup a été frappé à 14h45. Les parents de Maverick, sa sœur Cathy et son témoin Tom se sont entassés à l'entrée, leur visage passant de la confusion au choc puis à l'horreur en observant la scène. « Qu'est-ce que c'est » a murmuré Madame Bennett, sa main se portant à sa gorge. « Maverick, qu'as-tu fait » D'autres personnes sont arrivées par vagues. La coordinatrice de mariage, l'air éreinté et contrarié. Mes tantes et oncles, les garçons d'honneur de Maverick, même le photographe, qui avait apparemment été convoqué par quelqu'un et se tenait maintenant dans le couloir avec son appareil photo pendant inutilement autour de son cou. La pièce s'est remplie de halètements choqués, de voix en colère et du bruit des pleurs de Madame Bennett. Le père de Maverick avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Cathy regardait son frère comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. « Comment as-tu pu faire ça » a-t-elle murmuré. « Comment as-tu pu faire ça à Amy le jour de votre mariage ?» C'était un accident, a dit Maverick désespérément. Une stupide erreur d'ivrogne. Ami, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons reporter le mariage. Aller en thérapie. Arranger ça? Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais prévu, coupant toutes les autres voix dans la pièce. Tout le monde s'est tu, se tournant pour me regarder. Je me suis levé lentement, lissant ma robe de mariée. À ce moment-là, entouré de toutes ces personnes, portant la robe dont j'avais rêvé pendant des mois, j'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur était toujours là, vive et profonde. Mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose de plus fort. La clarté. Tu veux arranger ça, ai-je répété, regardant directement Maverick. Tu veux que je te pardonne d'avoir couché avec ma meilleure amie? Tu veux que je fasse comme si cela n'était jamais arrivé et que je t'épouse quand même? Oui, dit-il rapidement. Oui, exactement. Moi, je t'aime. Ça ne change rien. Pénélope ne signifie rien pour moi. C'était juste. Arrête. J'ai levé la main et il s'est tu. Arrête de parler. Je me suis tourné pour m'adresser à la salle, regardant chaque visage tour à tour. La famille de Maverick qui m'avait accueilli comme une fille. Ma propre famille qui me regardait avec un mélange de fierté et de chagrin. Les amis et les membres du cortège nuptial qui avaient renoncé à leur samedi pour célébrer ce qu'ils pensaient être le plus beau jour de ma vie. Je veux que tout le monde comprenne quelque chose, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la pièce. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé cet après-midi. Il s'agit de qui sont vraiment ces personnes. Je me suis dirigé vers la commode où se trouvait le sac à main de Pénélope, ouvert. À l'intérieur, je pouvais voir son téléphone et autre chose qui m'a glacé le sang. Une carte clé d'hôtel. Pas pour cette chambre. Pour une autre chambre. Pénélope, ai-je dit en brandissant la carte clé. Qu'est-ce que c'est? Son visage est devenu blanc. Je ne sais pas ce que tu veux dire. J'ai regardé le numéro sur la carte, puis le logo de l'hôtel. C'est pour l'hôtel Riverside. Celui de l'autre côté de la ville, chambre 412. Je me suis tourné vers Maverick. N'est-ce pas là que tu as séjourné le mois dernier quand tu as dit que tu rendais visite à ton ami d'université en ville? Le silence dans la pièce était assourdissant. Et celle-ci, ai-je continué, en sortant une autre carte clé du fond de son sac. Le grand hôtel du centre-ville,
chambre 203, d'il y a 3 semaines, quand tu as dit que tu avais cette conférence de travail, Maverick. Pénélope pleurait maintenant, mais je n'avais pas fini. Depuis combien de temps, ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. Depuis combien de temps vous deux faites ça dans mon dos? Aucun d'eux n'a répondu, mais ils n'en avaient pas besoin. La vérité était écrite sur leur visage. Des mois, ai-je dit, répondant à ma propre question. Peut-être plus longtemps. Pendant que je planifiais notre mariage, pendant que je choisissais des fleurs, que je goûtais des gâteaux et que j'écrivais les invitations. Pendant que je restais éveillé la nuit, excité par notre avenir ensemble. Je me suis retourné pour faire face à la salle à nouveau, et j'ai vu ma propre douleur se refléter sur les visages autour de moi. Ces gens m'aimaient. Ils étaient venus ici pour célébrer avec moi, et au lieu de cela, ils assistaient à mon humiliation. Mais je n'étais plus humilié. J'étais en colère. Vous voulez savoir quelle est la vraie tragédie, ai-je poursuivi, ma voix se faisant plus forte. Ce n'est pas que mon fiancé m'ait trompé. Ce n'est même pas que ma meilleure amie m'ait trahi. C'est qu'ils sont tous les deux de tel âge qu'ils n'ont même pas pu être honnêtes à ce sujet. Je me suis approché de Maverick, levant les yeux vers son visage. Si tu l'aimais, si tu voulais être avec elle, tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû annuler le mariage. Tu aurais dû me donner la chance de partir avec ma dignité intacte. Au lieu de cela, tu m'as laissé planifier un mariage avec un homme qui était déjà engagé envers quelqu'un d'autre. Tu m'as laissé me tenir devant un miroir ce matin en pensant que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. Tu as laissé 100 personnes se rassembler pour assister à un mensonge. Je me suis tourné vers Pénélope. Et toi, tu m'as aidé à écrire les invitations pour ce mariage. Tu m'as tenu la main pendant que je pleurais sur mon anxiété. Tu m'as dit que je méritais ce bonheur alors que tu étais activement en train de le détruire. Je suis désolé. A-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé. Désolé et ne répare pas ça, ai-je dit. Désolé et ne me rend pas la dernière année de ma vie. Désolé et n'efface pas l'humiliation d'avoir vu le jour de mon mariage se transformer en spectacle public. J'ai regardé autour de la pièce une fois de plus, tous ces visages me fixant avec pitié, colère et choc. Et soudain, j'ai su exactement ce que je devais faire. Je veux que tout le monde retourne au lieu de la réception, ai-je dit calmement. Je veux que vous disiez aux invités exactement ce qui s'est passé ici. Je veux que vous leur disiez qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui parce que le marié était trop occupé à coucher avec la demoiselle d'honneur pour se présenter. Ami, a dit Madame Bennett, sa voix se brisant. S'il te plaît, réfléchis à ça. Pense à ta réputation, à ton avenir. Ma réputation? J'ai ri, et cette fois ce n'était pas amer. C'était presque libérateur. Madame Bennett, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas moi qui devrais m'inquiéter de ma réputation en ce moment. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la belle journée de juin. Quelque part en ville, 100 personnes attendaient une mariée et un marié qui n'apparaîtrait jamais. Les fleurs allaient se faner. Le gâteau ne serait pas mangé. Le photographe rangerait son équipement sans avoir capturé un seul moment de joie. Mais j'étais toujours là. J'étais toujours debout, et j'en avais fini d'être une victime. En fait, ai-je dit en me retournant vers la pièce. J'ai une meilleure idée. Nous retournons au lieu de la réception. Nous tous, tout de suite. Ami, a dit maman prudemment. Peut-être que tu devrais prendre un peu de temps pour digérer ça. Non. J'ai secoué la tête fermement. J'ai assez digéré. Ces gens sont venus ici pour assister à un mariage. Ils méritent de savoir pourquoi il n'y en aura pas, Maverick s'est avancé, la panique se lisant sur son visage. Tu ne peux pas être sérieuse. Ami, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. Ça va tout gâcher. Tout est déjà gâché, ai-je dit simplement. La question est de savoir si je vais te laisser contrôler le récit ou si je vais dire la vérité moi-même. Grand-tante Rose s'est levée de sa chaise, se déplaçant avec une grâce surprenante pour son âge. La fille a raison, a-t-elle dit, sa voix portant l'autorité de 8 décennies. Mieux vaut affronter la musique que de la laisser jouer sans toi. Je l'ai regardée avec gratitude. Dans tout ce chaos, elle était la seule qui semblait comprendre ce que je faisais. Tout le monde dehors, ai-je dit. Nous allons au lieu de la réception. Maverick et Pénélope, vous venez aussi. Je ne vais nulle part, a dit Pénélope, en serrant plus fort le peignoir de l'hôtel autour d'elle. Je ne peux pas affronter ces gens.
Tu aurais dû y penser avant de coucher avec mon fiancé, ai-je répondu froidement. Habillez-vous, tous les deux. Vous avez créé ce gâchis, et vous allez m'aider à le nettoyer. Le trajet de retour au manoir Riverside était surréaliste. J'étais assise à l'arrière de la voiture de mon père, toujours dans ma robe de mariée, regardant défiler les rues familières de Millbrook. Derrière nous, un convoi de voitures suivait. La famille de Maverick, le cortège nuptial, même certains des invités qui avaient été appelés depuis le lieu de la réception. Mon téléphone vibrait constamment de SMS et d'appels, mais je les ai tous ignorés. Il y aurait du temps pour les explications plus tard. En ce moment, je devais me concentrer sur ce que j'allais faire. Tu es sûre de ça, ma chérie? A demandé papa, croisant mon regard dans le rétroviseur. Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr, ai-je dit. Et je l'étais. Pour la première fois depuis des heures, peut-être pour la première fois depuis des mois, j'étais complètement sûr de quelque chose. Le lieu était exactement comme nous l'avions laissé. Beau, parfait, prêt pour une célébration qui n'aurait jamais lieu. Les invités déambulaient dans les jardins, certains consultant leur téléphone, d'autres discutant en petits groupes. Je pouvais voir la confusion sur leurs visages, l'inquiétude grandissant alors que de plus en plus de temps passait sans aucun signe de la mariée et du marié. Linda, la coordinatrice de mariage, s'est précipitée dès qu'elle a vu nos voitures arriver. Ami, Dieu merci. Que se passe-t-il? Où étiez-vous? Rassemblez tout le monde, lui ai-je dit. Tout le monde, les invités, les fournisseurs, le personnel. Je les veux tous dans l'espace de la cérémonie dans 5 minutes. Mais le mariage. Il n'y aura pas de mariage, ai-je dit simplement. Mais il y aura une annonce. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la foule. En quelques minutes, près de 200 personnes s'étaient rassemblées dans l'espace de la cérémonie, remplissant les chaises blanches qui avaient été si soigneusement disposées pour une célébration. Ils avaient l'air confus, inquiets, certains même agacés par le retard. Je me tenais au fond de l'allée, regardant tous ces visages. Amis, famille, collègues, voisins, des gens qui avaient pris du temps dans leur vie pour être ici pour moi, des gens qui méritaient la vérité. Maverick et Pénélope étaient arrivés et se tenaient à l'écart, tous deux ayant l'air de vouloir disparaître sous terre. Les parents de Maverick étaient avec eux, Madame Bennett pleurant toujours doucement. Grand-tante Rose est apparue à mon coude. « Tu es prête pour ça, mon enfant ?» J'ai hoché la tête. « Je pense que oui. » « Bien. Souviens-toi, la vérité a un pouvoir qui lui est propre. Ne laisse personne te l'enlever. » J'ai remonté l'allée lentement, ma robe de mariée bruissant à chaque pas. La même allée que j'étais censé remonter en tant que marié vers l'homme que j'aimais. Au lieu de cela, je marchais vers un micro, vers la vérité, vers ce qui allait suivre. Quand je suis arrivé devant, je me suis tourné pour faire face à la foule. Le murmure des voix confuses s'est éteint, ne laissant que le chant des oiseaux dans les jardins et le bourdonnement lointain de la circulation. Merci à tous d'être ici, ai-je commencé, ma voix portant clairement dans l'espace. Je sais que vous êtes confus quant à ce qui se passe, et vous méritez une explication. J'ai fait une pause, regardant tous ces visages expectatifs. Au fond, je pouvais voir Maverick et Pénélope, tous deux pâles et terrifiés. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui, ai-je continué. Pas à cause d'une dérobade de dernière minute, pas à cause d'une urgence, mais parce que ce matin, j'ai découvert que mon fiancé et ma demoiselle d'honneur avaient une liaison. La réaction a été immédiate et explosive. Des halètements, des exclamations choquées, le bruit des gens se tournant les uns vers les autres avec incrédulité. Quelqu'un au fond a même dit, « Oh mon Dieu », assez fort pour que tout le monde l'entende. J'ai attendu que le bruit se calme avant de continuer. Je les ai trouvés ensemble dans la chambre d'hôtel de Maverick il y a environ 1 heure. D'après ce que j'ai découvert, cela dure depuis des mois, pendant que je planifiais ce que je pensais être le plus beau jour de ma vie. Plus de halètements, plus de murmures choqués. Je pouvais voir les gens se tourner pour fixer Maverick et Pénélope, qui avaient tous deux l'air de vouloir disparaître. Je veux que vous sachiez tous que je ne vous dis pas cela pour la sympathie ou pour embarrasser qui que ce soit, ai-je dit, bien que cette dernière partie ne soit pas entièrement vraie. Je vous le dis parce que vous méritez de savoir pourquoi vous n'assistez pas à un mariage aujourd'hui. Vous avez pris du temps dans vos vies pour être ici et vous méritez la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce que j'allais dire. Mais je veux aussi que vous sachiez autre chose. Ce n'est pas la fin de mon histoire.
C'est juste la fin d'un chapitre. Un chapitre que, franchement, je suis heureuse de clore. Je me suis tournée pour regarder directement Maverick et Pénélope. Vous voyez, j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. J'ai réalisé que je ne veux pas épouser quelqu'un qui pourrait me mentir en face pendant des mois. Je ne veux pas construire une vie avec quelqu'un qui pourrait me trahir avec ma meilleure amie et ensuite se présenter à notre mariage comme si de rien n'était. Je ne veux pas être lié à quelqu'un qui a si peu de respect pour moi qu'il m'humilierait devant tous ceux qui me sont chers. Ma voix devenait plus forte, plus confiante à chaque mot. Et Pénélope, ai-je continué, me tournant vers mon ancienne meilleure amie. J'ai réalisé que je ne veux pas de quelqu'un dans ma vie qui pourrait me sourire tout en me poignardant dans le dos. Quelqu'un qui pourrait m'aider à planifier mon mariage tout en le détruisant activement. Quelqu'un qui pourrait me regarder dans les yeux et mentir si facilement. La foule était complètement silencieuse maintenant, suspendue à chaque mot. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix résonnant claire et forte. Vous êtes tous invités à rester pour la réception. La nourriture est payée. Le groupe est là, et franchement, j'aurais bien besoin d'une fête en ce moment. Nous allons célébrer le fait que j'ai évité la plus grosse balle de ma vie. Quelques personnes ont même ri à cela, et j'ai ressenti une vague de quelque chose qui aurait pu être de la joie. Mais, Maverick et Pénélope, vous n'êtes pas invités. En fait, je ne veux plus jamais vous revoir. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes, et je vous crois. Je me suis retourné vers la foule. Je veux vous remercier tous d'être ici aujourd'hui. Pas pour le mariage qui n'a pas eu lieu, mais pour avoir été témoin du moment où je me suis choisi plutôt que des gens qui ne me méritaient pas. Pour avoir été témoin du moment où j'ai décidé que mon bonheur ne dépendait de l'approbation ou de l'amour de personne d'autre. J'ai fait une pause, regardant tous ces visages. Certains pleuraient, d'autres souriaient, d'autres étaient encore sous le choc. Mais ils me regardaient tous avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Et à quiconque se trouverait un jour dans une situation comme la mienne, souvenez-vous de ceci. Vous méritez mieux que quelqu'un qui vous fait douter de votre valeur. Vous méritez mieux que quelqu'un qui vous ment. Vous méritez mieux que quelqu'un qui préférerait vous blesser plutôt que d'être honnête avec vous. J'ai reculé d'un pas du micro, puis je suis revenu en avant. Oh, et une dernière chose, ai-je dit en regardant directement Maverick. La bague. J'ai enlevé la bague de fiançailles de mon doigt. La bague pour laquelle il avait économisé pendant 8 mois. La bague que j'avais admirée tous les jours pendant 1 an, et je l'ai levée pour que tout le monde puisse la voir. Elle t'appartient, ai-je dit. Mais je ne te la rends pas, je me suis retourné et j'ai jeté la bague aussi fort que j'ai pu vers l'étang au bord de la propriété. Elle a tracé un arc dans les airs, captant la lumière du soleil un instant avant de disparaître dans l'eau avec un petit plouf. La foule a éclaté. Certains ont applaudi, d'autres ont halté, certains ont même acclamé. J'ai entendu quelqu'un au fond crier « Bravo, ma fille !» Et malgré tout, j'ai souri. Maverick s'est avancé, le visage rouge de colère et d'embarras. « Ami, tu ne peux pas juste. »« Je peux, ai-je dit simplement. Et je l'ai fait. » Il a regardé tous les visages qui le fixaient, le mélange de dégoût et de déception dans les yeux des gens. Sa propre famille le regardait comme s'il ne le reconnaissait pas, « C'est de la folie », a-t-il dit désespérément. « Tu es complètement irrationnel. Nous pouvons arranger ça. » « Non, ai-je dit fermement. Nous ne pouvons pas. Et tu sais quoi? Je ne veux pas, je me suis tourné vers Pénélope, qui pleurait ouvertement maintenant. J'espère que ça en valait la peine. Ai-je dit doucement, juste assez fort pour qu'elle l'entende. J'espère que ce que tu pensais obtenir valait la peine de perdre la personne qui t'aimait le plus au monde. Le visage de Pénélope s'est complètement décomposé. Ami, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je t'aime comme une sœur. Les sœurs ne se font pas ça, ai-je dit, la coupant. Les sœurs ne te sourient pas au visage tout en détruisant ta vie dans ton dos. Tu as fait ton choix, Pénélope. Maintenant, vis avec. Je me suis retourné vers la foule, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des heures. Peut-être plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Maintenant, ai-je dit, ma voix portant une note de bonheur sincère pour la première fois de la journée. Qui veut faire la fête? Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. La foule ne s'est pas dispersée. Ils ne se sont pas éloignés maladroitement, embarrassés par le spectacle dont ils avaient été témoins. Au lieu de cela,
Ils se sont ralliés autour de moi d'une manière qui m'a coupé le souffle. Ma cousine Emma a été la première à bouger. Elle s'est avancée, a attrapé le micro et a annoncé « Vous avez entendu la mariée. C'est maintenant officiellement la meilleure fête, j'ai évité une balle de l'histoire de Millbrook. » Le groupe, qui s'était tenu maladroitement sur le côté pendant mon discours, s'est soudainement lancé dans « Ils survivent ». L'ironie n'a échappé à personne, et la foule a commencé à rire et à applaudir. Maverick et Pénélope ont essayé de partir discrètement, mais ils ont dû traverser la foule pour se rendre au parking. Le silence qui les a suivis était assourdissant. Personne n'a dit un mot, mais le jugement était clair sur chaque visage qu'ils croisaient. Madame Bennett s'est arrêtée devant moi avant de suivre son fils. Ses yeux étaient rouges de larmes et elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une heure. « Ami, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée. Je pensais l'avoir mieux élevé que ça. Vous l'avez fait, ai-je dit gentiment. Ce n'est pas votre faute, Madame Bennett. Vous êtes une femme merveilleuse, et vous avez élevé Cathy pour qu'elle soit incroyable. Parfois, les gens choisissent simplement d'être moins que ce qu'ils pourraient être. Elle m'a serré dans ses bras, cette femme qui devait devenir ma belle-mère, et a murmuré, tu vas t'en sortir, ma chérie. Mieux que bien. Cathy est restée après le départ de ses parents. La sœur de Maverick avait toujours été plus une amie pour moi qu'une future belle-sœur, et la douleur dans ses yeux était presque aussi difficile à supporter que tout le reste. Je n'avais aucune idée, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Ami, je te jure, je n'avais aucune idée que cela se passait. Je sais, ai-je dit en la serrant fort dans mes bras. Je sais que tu ne savais pas, j'ai tellement honte de lui, a-t-elle murmuré. Je ne sais même plus qui il est. Il est toujours ton frère, ai-je dit. Ça ne change rien. Mais tu n'as pas à défendre ce qu'il a fait. Jamais je ne le ferai, dit-elle avec véhémence. Jamais. Ce qu'il a fait est impardonnable. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, quelque chose de magique s'est produit. Ce qui aurait dû être le pire jour de ma vie se transformait en quelque chose d'entièrement différent. La réception qui devait célébrer mon mariage est devenue une célébration de ma liberté, de ma force, de mon refus d'accepter moins que ce que je méritais. Les gens ont partagé des histoires sur leurs propres expériences similaires, leurs propres moments où ils ont évité une balle. Mon grand-oncle a raconté à tout le monde l'époque où il a failli épouser une femme qui s'est avérée être déjà mariée à quelqu'un d'autre. Ma collègue a raconté comment elle a découvert que son ex-fiancé volait de l'argent sur son compte d'épargne. Ah ami, a crié quelqu'un en levant une coupe de champagne, pour nous avoir montré à tous ce qu'est la vraie force. Le toast a été repris par toute la foule. Ah ami. Je me suis surprise à rire vraiment pour la première fois depuis des heures, entouré de gens qui m'aimaient, de gens qui me soutenaient, de gens qui voyaient ma valeur, même quand j'avais du mal à la voir moi-même. Grand-tante Rose est apparue à mes côtés alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. « Comment tu tiens le coup, mon enfant ?» a-t-elle demandé. « Mieux que je ne l'espérais, ai-je dit honnêtement. Je pensais que je serais dévasté. Je pensais que je serais brisé. Et au lieu de cela ? J'ai réfléchi à la question, regardant la fête qui avait spontanément éclaté autour de moi. Au lieu de cela, je me sens libre. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois et que je pouvais enfin expirer. Elle a hoché la tête d'un air entendu. C'est parce que tu te contentais de moins, ma chérie. Tu acceptais moins que ce que tu méritais parce que tu pensais que c'était le mieux que tu pouvais avoir. Était-ce si évident? Pour quelqu'un qui observe les gens depuis 82 ans? Oui. Elle m'a tapoté doucement le bras. Tu as une âme charitable, ami. Trop charitable parfois. Tu vois le meilleur chez les gens même quand ils te montrent leur pire. C'est une belle qualité, mais ça peut aussi être dangereux. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé. Tu vis, dit-elle simplement. Tu vis ta vie pour toi-même, pas pour les attentes des autres. Tu découvres ce qui te rend heureuse, ce qui te fait te sentir vivante, ce qui te rend fière d'être qui tu es. Et tu ne te contentes plus jamais de moins que ce que tu mérites. Alors que la soirée avançait, je me suis surprise à réfléchir à ces paroles. L'année dernière, peut-être plus longtemps, j'avais été tellement concentré sur le mariage, sur l'idée d'être marié, sur ce que tout le monde attendait de moi, que j'avais perdu de vue ce que je voulais vraiment. Est-ce que je voulais même être marié à Maverick? Ou avais-je juste voulu être marié, point final?
Étais-je tellement prise dans le conte de fait que j'avais ignoré la réalité de qui il était vraiment? En y repensant, il y avait eu des signes, de petites choses que j'avais rejetées ou expliquées. La façon dont il me parlait parfois de haut devant ses amis, la façon dont il avait commencé à passer de plus en plus de temps loin de la maison, la façon dont il était devenu distant et distrait dans les semaines précédant le mariage. J'avais attribué cela au stress du mariage, à la pression de planifier un si grand événement. Je me disais que c'était normal, que tous les couples traversaient des moments difficiles. Mais peut-être que ce n'était pas normal. Peut-être que c'était lui qui s'éloignait parce qu'il était déjà investi émotionnellement ailleurs. Et Pénélope, mon Dieu, Pénélope, comment avais-je pu manquer ça? Comment n'avais-je pas vu ce qui se passait juste sous mes yeux? Mais même en me posant ces questions, j'ai réalisé que je ne voulais pas y consacrer mon énergie. Je ne voulais pas me torturer avec des « et si » et des « j'aurais dû savoir ». Ce qui était fait était fait. La question maintenant était de savoir ce qui allait suivre. Ami. Danny est apparu à mon coude, légèrement ivre et souriant largement. C'est la meilleure réception de mariage de tous les temps, et il n'y a même pas eu de mariage. J'ai ri, enlaçant mon petit frère. Tu es ivre. Je célèbre, a-t-il protesté. Je célèbre le fait que ma sœur est une badass totale qui vient de donner la performance de sa vie. Une performance? Tu plaisantes? Ce discours, le lancer de bague, la façon dont tu as complètement maîtrisé la situation. Il a secoué la tête avec admiration. Ami, je n'ai jamais été aussi fier d'être ton frère. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Danny et moi avions toujours été proches, mais il n'avait jamais été du genre à faire des déclarations émotionnelles. L'entendre dire qu'il était fier de moi, voir l'admiration sincère dans ses yeux a fait fleurir quelque chose de chaud dans ma poitrine. Merci, Danny, ai-je dit doucement. Je le pense, a-t-il dit, soudainement sérieux malgré l'alcool. Ce que tu as fait aujourd'hui, ça a demandé un vrai courage, une vraie force. Et je veux que tu saches que je te soutiens, quoi qu'il arrive. Nous tous. J'ai regardé la fête, qui battait encore son plein autour de nous. Mes parents dansaient sur une chanson lente, se tenant serrés et me regardant avec tant d'amour et de fierté que j'en avais la gorge nouée. Mes cousins et amis riaient et discutaient, créant de nouveaux souvenirs pour remplacer ceux qui avaient été souillés. Même certains des amis de Maverick étaient restés, montrant clairement de quel côté ils étaient. Ces gens m'aimaient. Ils me soutenaient. Ils voyaient ma valeur même quand je ne pouvais pas la voir moi-même. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti vraiment, complètement aimé pour exactement qui j'étais. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouvel appartement, un confortable 2 pièces en centre-ville que j'avais trouvé et loué toute seule, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Ami, c'est Pénélope. J'ai failli raccrocher immédiatement. Je ne lui avais pas parlé depuis le jour du mariage. Je ne l'avais pas vue en ville. Je n'avais rien entendu sur ce qu'elle faisait ou où elle vivait. Qu'est-ce que tu veux, Pénélope, ai-je demandé, ma voix soigneusement neutre. Je voulais m'excuser, dit-elle, sa voix petite et tremblante. Je sais qu'il est trop tard. Je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je devais essayer. J'ai attendu, ne lui facilitant pas la tâche. Je suis allé en thérapie, a-t-elle continué, essayant de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi je t'ai fait si mal. Et j'ai réalisé que j'étais jalouse de toi. Jalouse de moi. Je n'ai pas pu cacher la surprise dans ma voix. Tu avais tout ce que je voulais, a-t-elle dit. Tu étais si sûre de toi, si confiante dans ta relation, si heureuse. Et j'avais l'impression d'être à la traîne, comme si tout le monde avançait sauf moi. Quand Maverick a commencé à me prêter attention, quand il a commencé à me confier ses doutes. Ses doutes? Les mots m'ont frappé comme une gifle. Il avait des doutes sur le mariage, dit-elle doucement. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr d'être prêt, qu'il se sentait piégé. Et au lieu de lui dire de te parler, au lieu d'être une bonne amie, je l'ai encouragé. Je lui ai fait sentir que ses sentiments étaient valides, que peut-être il se contentait de moins, lui aussi. J'ai fermé les yeux, sentant une douleur familière dans ma poitrine. Pas pour Maverick, j'avais depuis longtemps tourné la page, mais pour la version de moi-même qui avait été si aveugle à ce qui se passait. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Parce que tu mérites de savoir la vérité. Toute la vérité.
Et parce que je veux que tu saches que ce qui s'est passé n'avait rien à voir avec le fait que tu n'étais pas assez bien. C'était à propos de moi qui étais brisé et de lui qui était un lâche. Je suis resté silencieuse un moment, en train de digérer. Vous êtes toujours ensemble, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir connaître la réponse. Non, dit-elle rapidement. Non, ça s'est effondré assez vite après le mariage. Il s'avère que quand on construit une relation en trahissant quelqu'un d'autre, elle n'a pas une base très solide. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Je n'appelle pas pour demander pardon, a-t-elle continué. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé et que je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Tu as raison, ai-je dit simplement. C'était le cas. J'ai entendu dire que tu allais bien, a-t-elle dit après une pause. J'ai entendu dire que tu avais eu une promotion à l'école, que tu étais heureuse. Je le suis, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était complètement vrai. Je le suis vraiment. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon salon pendant un long moment, pensant à la conversation. Il y a un an, entendre Pénélope m'aurait plongé dans une spirale émotionnelle. Il y a 6 mois, ça aurait gâché ma journée. Maintenant, c'était juste comme fermer une porte qui avait été laissée légèrement entr'ouverte. J'avais eu une promotion à l'école. J'étais maintenant responsable du département de maternelle avec ma propre classe et une équipe d'enseignants sous ma direction. J'avais aussi commencé à faire du bénévolat au refuge pour femmes locales, aidant les femmes qui quittaient des relations abusives à reconstruire leur vie. J'avais commencé la peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps quand je planifiais un mariage. J'avais voyagé dans 3 États différents pour rendre visite à des amis que j'avais perdus de vue au fil des ans. J'avais lu plus de livres au cours des 3 derniers mois qu'au cours des 3 années précédentes. J'avais appris à être seul sans être solitaire. Plus important encore, j'avais réappris à faire confiance à mon propre jugement. À écouter mes instincts au lieu de les rejeter, à valoriser mon propre bonheur au lieu de constamment prioriser celui des autres. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Dany. Dîner de famille dimanche. Maman fait ton plat préféré. J'ai souri en répondant. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Un autre SMS. Celui-ci d'Emma. Soirée entre filles vendredi. Ce nouveau bar à vin en ville. Absolument. Et puis un de plus, d'un numéro que je ne reconnaissais pas, salut ami, c'est David du café. Je sais que c'est probablement bizarre, mais je me demandais si tu voudrais dîner un de ces jours. Sans pression si ça ne t'intéresse pas, David, le type mignon qui travaillait au café que j'avais commencé à fréquenter après avoir déménagé en ville. Nous discutions depuis des semaines maintenant, juste une conversation amicale pendant qu'il me préparait mon latte du matin. Il était gentil, drôle, et ne m'avait jamais fait sentir que je devais être autre chose que ce que j'étais. J'ai fixé le SMS un long moment, sentant un frémissement de quelque chose qui aurait pu être de l'excitation. Il y a un an, j'aurais immédiatement dit non. J'aurais pensé que c'était trop tôt, que je n'étais pas prête, que j'avais besoin de plus de temps pour guérir. Mais j'étais guérie. Pas parce que j'avais oublié ce qui s'était passé, mais parce que j'en avais tiré des leçons. J'avais appris ce que j'accepterais et ce que je n'accepterais pas. J'avais appris à me valoriser. J'ai répondu, j'adorerais. Tu pensais à quand? Sa réponse est venue rapidement. Que dirais-tu de samedi? Il y a ce petit restaurant italien que je veux essayer depuis un moment. Parfait. C'est un rendez-vous. En posant mon téléphone, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce. J'avais l'air différente d'il y a un an. Plus heureuse, plus confiante, plus en paix. Je ressemblais à quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. J'ai pensé aux mots de grand-tante Rose de ce jour terrible et merveilleux. Maintenant, tu vis. Tu vis ta vie pour toi-même. C'est exactement ce que je faisais. Je vivais ma vie pour moi-même, faisant des choix basés sur ce que je voulais plutôt que sur ce qu'on attendait de moi. Je construisais une vie qui était entièrement la mienne, remplie de gens qui me valorisaient et me respectaient. Et j'étais excité par l'avenir, non pas à cause de qui pourrait y être, mais à cause de qui je devenais. La fille qui s'était tenue à la porte de cette chambre d'hôtel dans sa robe de mariée, regardant son monde s'effondrer, était partie. À sa place se trouvait une femme qui savait qu'elle se suffisait à elle-même. Une femme qui ne se contenterait plus jamais de moins que ce qu'elle méritait. Une femme qui avait appris que parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui aurait pu arriver.
J'ai souri à mon reflet, j'ai levé un verre imaginaire et j'ai murmuré, à Ami, pour s'être choisi. Le centre communautaire de Millbrook était décoré de ballons et de banderoles, rempli du bavardage d'enfants excités et de parents fiers. C'était la fête de fin d'année du programme de maternelle, et je me tenais à l'avant de la salle, regardant mes élèves jouer la petite pièce que nous répétions depuis des semaines. Mademoiselle Ami m'a tiré sur la robe Emma, 5 ans. Tu as vu, je me suis souvenu de toutes mes répliques. Je l'ai vu, ai-je dit en m'accroupissant à son niveau. Tu as été absolument parfaite. Alors que la fête se terminait et que les parents venaient chercher leurs enfants, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction familier. C'était ce que j'étais censé faire. Enseigner à ces enfants, les regarder grandir et apprendre, faire partie de leur parcours. Cela me remplissait d'une joie qui n'avait rien à voir avec l'approbation de qui que ce soit d'autre. Ami. Je me suis retourné pour voir ma directrice, Madame Rodriguez, s'approcher avec un sourire. Excellent travail aujourd'hui. Les parents sont dithyrambiques à propos du programme. Merci, ai-je dit. Les enfants ont travaillé si dur. Je voulais te faire savoir, a-t-elle continué, que le bureau du district a appelé. Il cherche quelqu'un pour diriger la nouvelle initiative de développement de la petite enfance. Cela signifierait une promotion importante, une chance d'avoir un impact sur la politique éducative au niveau du district. Je t'ai recommandé. Mon cœur a sauté un battement. C'était une opportunité dont je rêvais mais que je ne pensais pas voir arriver si tôt. J'aimerais beaucoup en savoir plus, ai-je dit. Je vais organiser une réunion pour la semaine prochaine. Ami, tu t'es vraiment épanoui cette année. Quoi qu'il soit arrivé dans ta vie personnelle, cela semble avoir débloqué quelque chose en toi professionnellement. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réfléchi à ses paroles. Il avait raison. L'année écoulée avait été transformatrice d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Prête à partir? David est apparu à mes côtés, ayant attendu patiemment que je termine mes obligations professionnelles. Nous sortions ensemble depuis 8 mois maintenant, prenant les choses lentement, construisant quelque chose de réel et de solide. Il n'avait rien à voir avec Maverick. Là où Maverick avait été tape à accent grave-l'œil et charmant, David était stable et sincère. Là où Maverick m'avait fait sentir que je devais être parfaite, David me faisait sentir que j'étais déjà assez. Là où Maverick avait gardé des secrets, David était un livre ouvert. Comment était la pièce? A-t-il demandé alors que nous marchions vers sa voiture. Un chaos parfait, ai-je ri. Le petit Tommy a oublié ses répliques et a juste commencé à inventer sa propre histoire de dinosaure. Ça ressemble bien à des enfants de 5 ans. Nous avons traversé le centre-ville de Millbrook, passant devant le café où nous avions vraiment parlé pour la première fois, devant la librairie où nous avions eu notre deuxième rendez-vous, devant tous les endroits qui faisaient maintenant partie de notre histoire. J'ai quelque chose à te dire, ai-je dit alors que nous nous garions dans mon allée. Il a eu l'air inquiet. Tout va bien? Plus que bien, ai-je dit en souriant. Je vais peut-être avoir une promotion. Une grosse. Au niveau du district. Son visage s'est illuminé. Ami, c'est incroyable. Raconte-moi tout. Alors que nous étions assis sur mon porche, je lui ai parlé de l'opportunité, de ce que cela signifierait pour ma carrière, de mon excitation et de ma nervosité. Il a écouté avec le genre d'attention qui me surprenait encore. Une concentration totale, un intérêt sincère, aucun jugement. Tu vas être incroyable, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Ils ont de la chance de t'avoir. Tu le penses vraiment? Je le sais. Il m'a pris la main, son pouce traçant de doux cercles sur ma paume. Ami, tu es la personne la plus forte et la plus capable que je connaisse. Regarde tout ce que tu as accompli cette année. J'y ai pensé. La promotion à l'école, le bénévolat au refuge, les nouvelles amitiés que j'avais nouées, la relation avec David qui était saine, honnête et réelle, la paix que j'avais trouvée avec moi-même. C'est drôle, ai-je dit. Il y a un an, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que perdre Maverick et Pénélope signifiait tout perdre. Et maintenant je réalise que je n'ai rien perdu. J'ai tout gagné. Je me suis gagné moi-même. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant le soleil se coucher sur le quartier où j'avais grandi. Demain, j'appellerai Madame Rodriguez et je fixerai cette réunion. Demain, je ferai un autre pas vers l'avenir que je me construisais. Mais ce soir,
j'étais contente de m'asseoir ici avec quelqu'un qui m'aimait pour exactement qui j'étais, dans la vie que j'avais créée à partir des cendres de mes anciens rêves. Mon téléphone a vibré avec un SMS de grand-tante Rose, qui était devenue une correspondante régulière depuis le mariage. J'ai vu l'article sur ton programme de maternelle dans le journal. Si fier de toi, ma chère. Tu t'épanouis exactement comme tu le devrais. J'ai souri en répondant. Merci pour tout ce que tu m'as appris ce jour-là. Sa réponse est venue rapidement. C'est toi qui t'es appris, mon enfant. Je t'ai juste rappelé ce que tu savais déjà. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai pensé à la fille en robe de mariée qui s'était tenue à la porte de cette chambre d'hôtel. Elle avait eu si peur d'être seule, si convaincue que sa valeur était liée au fait d'être choisie par quelqu'un d'autre. Maintenant, je savais mieux. Maintenant, je savais que le choix le plus important n'était pas d'être choisi. C'était de se choisir soi-même. À quoi tu penses? A demandé David doucement. Juste à quel point tout est différent maintenant. À quel point je suis différente. Différente comment? J'ai réfléchi à la question. Avant, je pensais que le bonheur était quelque chose qui vous arrivait, quelque chose que vous deviez attendre, mériter ou trouver chez quelqu'un d'autre. Maintenant, je sais que c'est quelque chose que l'on crée pour soi-même. Il m'a serré la main. J'adore ça chez toi. Ta force, ton indépendance, la façon dont tu connais ta propre valeur. Il m'a fallu du temps pour l'apprendre, ai-je admis. Les meilleures leçons prennent généralement du temps. Plus tard dans la nuit, après que David soit rentré chez lui et que je me préparais à aller au lit, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me regardait était confiante, paisible, sincèrement heureuse. Elle ressemblait peu à la mariée anxieuse qui s'était réveillée dans la même maison il y a exactement 1 an. J'ai pensé à Maverick et Pénélope, je me suis brièvement demandé ce qu'ils devenaient, puis j'ai réalisé que je m'en fichais un peu. Ils faisaient partie de mon passé maintenant, un chapitre qui était terminé. Ils n'avaient aucun pouvoir sur mon présent ou mon avenir. J'ai pensé aux femmes du refuge où je faisais du bénévolat, dont beaucoup commençaient tout juste leur propre chemin vers l'indépendance et l'estime de soi. J'ai pensé à mes élèves qui apprenaient chaque jour qu'ils étaient capables de plus qu'ils ne l'imaginaient. J'ai pensé à toutes les personnes qui attendaient encore que quelqu'un d'autre valide leurs valeurs, les fasse se sentir complètes. Je voulais leur dire ce que j'avais appris, vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà assez. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être heureux, pour réussir, pour être fier de qui vous êtes. La meilleure vengeance n'est pas de blesser les gens qui vous ont blessé. La meilleure vengeance est de construire une vie si belle, si épanouissante, si authentiquement vôtre que leur trahison devient sans importance. La meilleure vengeance est de devenir si complètement vous-même que vous ne pouvez pas imaginer vouloir être quelqu'un d'autre. En éteignant les lumières et en m'installant dans mon lit, je n'ai ressenti que de la gratitude. Gratitude pour la douleur qui m'avait forcé à grandir. Gratitude pour la trahison qui m'avait libéré. Gratitude pour la force que j'avais découverte dans mon moment le plus sombre. Et gratitude pour la vie que je vivais maintenant. Une vie qui était entièrement la mienne, construite selon mes propres termes, remplie de gens qui voyaient ma valeur et me la renvoyaient. Je me suis endormi en souriant, excité par le lendemain, par l'entretien pour la promotion, par l'avenir que je créais, un choix à la fois. La fille qui avait eu besoin de quelqu'un d'autre pour la compléter était partie. À sa place se trouvait une femme qui était déjà entière, déjà assez, déjà exactement qui elle était censée être. Et cette femme était inarrêtable. 6 mois plus tard, j'ai eu la promotion. 1 an après, j'ai fait l'objet d'un article dans un magazine national sur l'éducation pour mes programmes innovants. David et moi avons emménagé ensemble, mais seulement après de longues conversations sur le maintien de notre indépendance et le soutien de nos rêves respectifs. Je n'ai jamais revu Maverick ou Pénélope, bien que j'ai entendu dire par des rumeurs qu'ils avaient tous les deux quitté la ville. Je leur souhaitais bonne chance, sincèrement. Leur trahison avait été le catalyseur de la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, apprendre à m'aimer et à me valoriser. Parfois, les gens me demandent si je regrette de ne pas m'être marié ce jour-là. Si je me demande parfois ce qui se serait passé si j'avais essayé d'arranger les choses avec Maverick. La réponse est simple. Je ne peux pas regretter le chemin qui m'a mené à moi-même. Le mariage qui n'a jamais eu lieu s'est avéré être le début de la vie que j'étais toujours destiné à vivre. Et cette vie est plus belle que n'importe quel conte de fées que j'aurais pu imaginer.